bienvenue à vous toutes, à vous tous. Et tout d'abord, mes remerciements tout particuliers aux élus et services de la ville de Chauray qui nous accueillent aujourd'hui et qui mettent à notre disposition cette salle. Le centre de gestion des Deux-Sèvres est particulièrement heureux d'accueillir pour la première fois dans les Deux-Sèvres, à son initiative, le club RH de la Gazette des communes. Tant nous savons combien les échanges proposés dans ce cadre, et certainement que ça ne va pas être démenti aujourd'hui, représentent l'occasion de croiser nos regards, d'enrichir nos expériences et consolider nos réseaux professionnels. À cet effet, je remercie tout particulièrement également l'équipe de la Gazette pour son soutien et l'organisation de grande qualité de cette manifestation, ainsi bien évidemment que les partenaires que sont la MNT et le CNAS, et Madame Maude Parnaudot qui va nous animer aujourd'hui toute cette matinée, toute cette journée. Je suis également très heureux que cet événement puisse s'organiser, et vous l'imaginez bien, et je n'en suis certainement pas le seul, en présentiel après les longs mois que nous avons passés à nous retrouver à distance les uns les autres, et ça va être un des sujets aujourd'hui, et de vous voir aussi nombreux à nos côtés. Alors je vais pas compter, je crois que nous avons un peu plus de 80 personnes inscrites. On passe d'une réunion à l'autre en un clic. C'est quand même pas la même chose que de passer de la salle 200 à la salle 105 par exemple quand on est sur site. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai que la charge mentale, la charge cognitive, on va dire, sur ce rythme-là n'est pas négligeable. Voilà, c'est un élément parmi d'autres. Les horaires qui peuvent être pour le coup à rallonge, on parle du droit à la déconnexion, mais on devrait peut-être parler de l'obligation à la déconnexion. Nous visons vraiment à le réguler, l'encadrer au mieux et toujours dans l'intérêt du service public, tout en essayant de conserver les intérêts individuels et collectifs, surtout des agents. Ça veut dire que vous n'avez pas encore là engagé la réflexion sur l'éventuelle charte, les négociations tout simplement? Alors, la charte, elle était déjà existante en 2019. Nous avons créé une charte provisoire pour l'expérimentation. Nous avons engagé les négociations avec les organisations syndicales et nous avions acté du déploiement juste avant la crise sanitaire. Et là, de fait, avec la nouvelle réglementation, nous allons de nouveau entreprendre des négociations, des échanges avec les organisations syndicales. L'idée, c'était plutôt de vous partager la démarche de la collectivité, le bilan qu'a pu faire la collectivité dans le cadre de sa politique RH. Tout d'abord, pour vous préciser qu'avant confinement, la collectivité avait fait le choix de s'inscrire dans une démarche de prévention, de qualité de vie au travail, et nous avions démarré une démarche de diagnostic RPS et QET pour laquelle nous avions fait le choix de la déployer auprès de tous les agents. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer d'intégrer le déploiement, la mise en œuvre du télétravail dans le cadre d'une démarche QET. On ne sait pas quelles vont être les conditions de la prochaine crise, s'il y en a une, pandémique ou tout court crise, une autre crise, une crise climatique. Bon, voilà. Elle a été pensée comme étant comme décrivant les conditions de travail normales, en temps normal. Ceci dit, si les agents et les managers sont habitués, grâce à ce cadre qui est
qui est contenu dans la charte, s'ils sont habitués, si nous habituons à travailler, à télétravailler avec des outils formalisés, je pense qu'on sera davantage prêt à nous adapter et à ajuster nos modalités de travail lors de la prochaine crise. Trouver le sens et l'objectif à son activité professionnelle. Vous avez tous expérimenté le fait d'avoir été ou non première ligne pendant cette période de crise. Donc la question du sens, elle a forcément été interrogée pendant vos expériences diverses. Et puis, c'est le fait de pouvoir s'exprimer sur son travail et aussi, corollaire important, de pouvoir agir sur son travail. Donc, pouvoir s'exprimer, vous avez bien expliqué qu'effectivement, il y avait plus de mentalité, les collectifs étaient plus en capacité de prendre des décisions courtes, et cette façon de procéder contribuait finalement à rendre l'activité de travail, même en mode dégradé, soutenable. Et finalement, c'est ce sentiment que l'on va tous vivre au sein d'une équipe et qu'on va partager sur le fait qu'on fait un travail qui a un vrai sens, qu'on peut s'en parler, mais aussi on peut modifier l'organisation et les contraintes qu'elle peut faire émerger ou les opportunités qu'elle va générer, qui vont s'associer pour faire qu'on passe de bonnes journées au travail. Malgré tout, il y avait des choses sur ces logiques de qualité de vie au travail qui étaient quand même assez timides, et notamment cette logique d'expérimentation. On avait souvent quand même des freins qui nous amenaient à dire ça, ce ne sera pas possible, ça, on ne peut pas l'essayer, ou ça, on l'a déjà essayé dans un contexte il y a quelques années ou quelques décennies, ça n'a pas marché. Et pourtant, c'est bien en essayant, en ajustant, en transformant les essais de manière positive qu'on peut finalement prendre en compte tous les besoins des différentes parties prenantes. Quand on parle de crise, cette question liée au télétravail, au distanciel, à la présentiel, il s'est produit parce qu'on est en situation de crise. Et donc le mot crise, par exemple en chinois, est représenté par 2 idéogrammes. Il y en a un qui signifie danger, c'est ce qu'on exprime beaucoup, mais l'autre qui signifie opportunité. Et je crois qu'il y a toujours dans une crise la possibilité de changer et de s'ouvrir à autre chose. Elle peut être une prise de conscience qui nous permet de vivre autrement, tant au niveau individuel que collectif. Il faut sortir de l'adage qui disait quelquefois, il ne faut pas avoir peur du changement. Non, il faut que tout change pour que rien ne change. Donc il ne faut pas entrer dans cette problématique-là. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur du changement et de prendre des initiatives et de faire des expérimentations. Nous sommes sollicités dans le cadre donc, du comité technique du CDG à donc l'analyse d'un certain nombre de documents qui sont parfois appelés effectivement charte de télétravail, protocole de télétravail. Le maître mot, c'est vraiment la concertation. Ça vient d'être évoqué par M. Moreau. Toute organisation qui sera imposée, de toute manière, est vouée à l'échec, c'est sûr. Donc le préalable de la mise en œuvre de cette organisation du télétravail, c'est la concertation qui est à privilégier avec les outils dont va se doter la collectivité, que ça soit le plus largement concerté en transversalité, ça c'est important aussi, et puis que les agents qui vont s'engager dans cette démarche de télétravail soient le plus acteurs de leur démarche, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'aller dans l'analyse, dans l'évaluation sur chacun de leurs postes des missions qui sont télétravaillables. Dans cette concertation, évidemment, elle doit aboutir à un protocole d'accord. Ça, c'est également l'étape incontournable dans le cadre du déploiement
de ce dispositif, avec évidemment la nécessité de poser les problèmes, en tous les cas de poser des questions qui parfois ne sont pas faciles à poser. La question de l'environnement de travail au domicile, la question du droit à la déconnexion, la question également des accidents domestiques. Une autre des règles d'or, c'est bien évidemment la question des moyens. L'agent, lorsqu'il est au bureau ou dans son cadre, on va dire, sécurisé de travail dans la collectivité, il est bien, il se sent bien, il est dans un cadre de bien-être au travail. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les moyens qu'on va pouvoir accorder, qui vont pouvoir être mobilisés, vont faire en sorte que ce bien-être au travail, il soit reproduit à l'identique au domicile du télétravailleur. Ensuite, il y a la question effectivement de la clarification du temps de travail. Parce que effectivement, en amont de tout ça, il y a la concertation, le dialogue autour des missions, du temps télétravaillable. Et puis aussi, ensuite, c'est la quotité télétravaillée dans ce service. Qu'est-ce qu'on estime, quelle quotité on estime qui va favoriser à la fois l'efficience du service, la cohésion, la solidarité du service. Qu'est-ce qui fait que on va aboutir à une proposition de 1 jour, 2 jours, 3 jours de télétravail qui seront proposés à l'analyse du comité technique. Il y a également la question de l'alternance qui effectivement est imposée dans l'organisation collective des services. Évidemment, on l'a rappelé, ça a été rappelé, le triptyque individu, collectif, objectif de travail, c'est un incontournable. Donc une démarche individuelle, volontaire de télétravail s'inscrit forcément dans un collectif de fonctionnement de service qui a des objectifs à remplir pour la collectivité. Et puis enfin, le dernier pilier qui a été largement évoqué par M. Moreau, c'est la question de la formation. Parce que évidemment, on ne s'invente pas manager d'une équipe à distance. On ne s'invente pas non plus agent télétravailleur. Les managers ont une part de responsabilité importante dans le bon fonctionnement d'un service avec la mise en œuvre de ce travail hybride. Et tout à l'heure, j'évoquais en aparté, il y a quelque chose qui nous, je reprends ma casquette mais mon poteau, qui nous importe beaucoup, c'est la mise en œuvre et l'accompagnement des managers. Il y va de la santé au travail des agents.